C'est amusant parce que moi, je sais que vous avez fait partie des personnes, je dirais pas rebelles, parce que ce mot est un peu idiot, mais qui ont vraiment eu envie à l'Opéra de Paris de partir, non pas en claquant la porte, mais pour aller voir ailleurs, pour rencontrer la danse contemporaine, aux États-Unis et autres. Voilà. Pierre Lacotte, pour nous, maintenant, enfin pour beaucoup, c'est grâce à lui, on a pu remonter la Sylphide. C'est votre premier ballet, en fait, c'est le premier ballet pour lequel vous avez fait une recherche de ce type. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs merveilleux et des professeurs qui n'étaient pas d'accord justement que je fasse ces recherches, car ils ont trouvé que j'avais une mémoire. Bon, c'est possible que j'avais une mémoire, on n'a pas à être fier de ça. La seule mémoire que j'ai, c'est musicale et effectivement des pas de danse. À force de regarder un ballet, je l'imprime facilement, enfin tout au moins quand j'étais enfant. Et Gorova, qui était mon professeur, qui avait travaillé avec Marius Petipa, m'a appris tout le répertoire. Et quand elle a vu que je quittais l'opéra où j'étais premier danseur et où j'allais être nommé étoile en même temps que Claude Bessy, elle m'a dit mais c'est de la folie furieuse. Et quand je suis rentré d'Amérique avec toutes mes expériences, elle me dit maintenant, regarde, on change tous les ballets, plus personne ne respecte, tu as un rôle à jouer, tu as de la mémoire, je t'ai tout appris, jure-moi que tu t'occuperas de reconstituer les ballets et de les remonter comme ils étaient. Et comme j'aimais beaucoup cette femme, c'était ma deuxième art, j'ai accepté, j'ai juré. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis les recherches ont été bonnes, et fructueuses. Faut savoir, d'abord, je voulais faire un livre sur la recherche fondamentale, était comment les ballets étaient créés, que sont-ils devenus aujourd'hui. Alors j'ai commencé avec la fille mal gardée, et je suis arrivé à la Sylphide. Et à la Sylphide, j'ai trouvé par chance des documents extraordinaires de la filleule du petit-fils de Marie Taglioni, qui avait des documents fantastiques. J'ai été la voir, on est devenus très amis. Elle m'a donné des points de repère que j'ai essayé de retrouver à droite à gauche, des personnes qui avaient hérité de tous les documents de Marie Taglioni, et j'ai trouvé des choses tellement fabuleuses que j'ai eu envie de faire remonter ce ballet-là. Et depuis, je suis effectivement considéré comme un petit peu l'archéologue de la danse classique, et on me demande un peu partout de remonter des ballets, ce qui fait grand plaisir. C'était d'ailleurs un moment très très important, parce que donc un ballet oublié. Alors, où trouve-t-on les documents? Ne livrez pas tous vos secrets. Non, je ne peux pas les livrer tous, parce qu'il y a beaucoup de documents qui étaient dans des collections privées, tableaux de Rembrandt. Collections privées, en fait. Beaucoup de collections privées. Tout se trouve principalement. Mais il y a aussi un parfum. Il y a quand même des choses aussi que vous remontez vous-même. Il y a ces fameux pas de Madame. Moi, j'ai pas travaillé avec Madame. Elle a travaillé. Son professeur Hudson était le dernier partenaire de Marie Taglioni, et elle nous disait regardez, voilà les pas que faisait Marie Taglioni. Elle nous les montrait. Comment danser Grisi. Donc vous aviez quand même ce savoir-là. Oui, et puis j'avais une passion pour la danse classique aussi. Moi, je pense que quand on est en dévotion, en relation avec une œuvre, qu'on participe à ses recherches, qu'on a donc travaillé dans son corps, des ballets et autres, moi, je pense que même si on n'a pas exactement l'enchaînement, surtout quand on se met dans la danse classique, les pas ont un sens. Oui, c'est vrai. On fait glissade, puis il y a un mot très juste, c'est le parfum. C'est le parfum. Je crois qu'il faut. Il y a des choses très claires. Il y a des choses qui sont. Il y a deux choses. Il y a deux mots qu'il faut utiliser. C'est la passion, la ténacité et la recherche du parfum. Et quand j'ai monté la Sylphide, j'ai voulu lire tous les livres importants qui ont paru à cette époque, toutes les journaux de mode, aussi bien en France qu'en Angleterre, pour essayer de comprendre un peu le climat dans lequel ce ballet a été monté, pourquoi il a été monté, déjà au départ. Et puis il y a une espèce d'intuition qui fait que on est tenace. On est tenace. Je vais vous raconter quelque chose. Je savais que des documents avaient été donnés juste à la guerre, en 1939, à la déclaration de la guerre, par le petit-fils de Marie Taglioni au musée des Arts décoratifs, c'est-à-dire au musée du Louvre. J'ai été voir la direction du musée du Louvre qui m'a dit effectivement, le don de M. Gilbert Devoisin a bien été fait, mais il n'est pas numéroté. Alors, comme vous avez l'air d'être passionné et que je sais que vous allez m'ennuyer jusqu'à ce que je vous dise oui, je vais vous donner un conservateur et pendant un mois, vous ferez toutes les caves du Louvre. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais enfin, on ne sait jamais, faites-le. Je l'ai fait. Et avec un certain conservateur qui s'appelait M. Lépine, qui a été adorable, qui m'a fait visiter partout, toutes les caves. Et un jour, il m'a dit, voilà, je suis désolé, nous sommes arrivés au terme, c'est l'heure et le dernier jour qui m'est alloué pour vous aider à faire ces recherches. Alors j'étais catastrophé, il m'a dit, je suis aussi déçu que vous de n'avoir rien trouvé. J'ai dit, écoutez, soyez gentil, revenez dans telle salle, je l'amène dans une salle, et je dis, regardez là où j'ai déjà été. Il a pris son échelle, il s'est mis à trembler, il m'a dit, ça y est, j'ai trouvé. Et c'est pour vous dire que je crois qu'il faut avoir une telle volonté, une telle détermination, que l'on arrive à convaincre les autres, et à se convaincre aussi soi-même peut-être. Alors, effectivement, j'ai trouvé des documents, c'était comme un puzzle de morceaux réels de la Sylphide, et il y avait des trous énormes. J'ai retrouvé les cours que prenait Marie Taglioni qui sont écrits, et dans ces cours, il y avait le nom des pas qu'elle faisait. Donc je savais le vocabulaire
vocabulaire qu'elle employait, je savais ce qu'elle préférait. Il y a des critiques, en plus, qui écrivaient, c'était peut-être des danseurs, parce qu'ils employaient les termes techniques, qui décrivaient une variation, par exemple. Donc, on la mettait sur la musique, ça correspondait. Bon, si vous voulez, c'est toutes ces recherches. Et puis, il y a des partitions à noter aussi qui m'ont aidé, tout ça. Et à force d'être dans le style, on est convaincu de ce que l'on fait et on le fait avec amour. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de soi-même. Il ne faut pas oublier que toute personne qui reconstitue, à moins d'avoir tous les documents, à ce moment-là, il les met bout à bout. Et c'est pas un travail de reconstitution totale. Imaginez qu'on danse exactement ce ballet comme on le dansait à l'époque. Moi, je crois ce serait difficile maintenant. Mais ça serait émouvant parce qu'on verrait le pourquoi, on verrait le départ de tout cela et je crois que ça serait fascinant. On le devine, hein. On le devine, oui. Enfin, tout a été élaboré en fonction de cette œuvre qui est la pierre maîtresse du départ du ballet classique dans le monde entier. On s'en rend bien compte parce que d'ailleurs, on voit bien, vous savez, quand on fait des distributions, on voit bien à quel point l'appétit des danseurs, des danseuses en l'occurrence, se manifeste autour de ce ballet. C'est le plus grand ballet romantique, c'est le départ de toute la danse classique au XIXe siècle. Tout le monde rêvait de danser sur les pointes, on appelait du reste la demi-pointe la pointe. Et Philippe Taglioni, le père de Marie Taglioni, qui savait le talent de sa fille, chercher un ballet pour la mettre en valeur, et Adolphe Nourri, qui était un très grand ténor de l'opéra, a apporté ce livret de la Sylphide, et ils se sont tout de suite enthousiasmés en sentant que c'était un rôle idéal pour Marie Taglioni, qui avait déjà un succès foudroyant à l'opéra. Le 12 mars 1832, on a créé à l'Opéra de Paris, rue Le Pelletier, la Sylphide, et ça a été un engouement tel que la danse n'est plus devenue un art de distraction, mais un art à part entière. Ce ballet qui a eu un triomphe incontestable partout dans toute l'Europe, et qui a fait courir roi, reine, il y a des dessins merveilleux de la reine Victoria, est toute jeune, qui a vu Marie Taglioni plusieurs fois, et qui l'a dessiné d'une façon du reste remarquable. Et l'influence de ce ballet, la Sylphide, était incroyable. Et tout d'un coup, faute d'interprète, ça a été abandonné. Et ensuite, ce ballet est tombé dans l'oubli. Et moi, ça me paraissait incroyable. Depuis l'enfance, j'étais obnubilé par ce ballet, par cette légende, par tous les écrits de Théophile Gautier, de Victor Hugo, de Musset ont écrit des choses sur Taglioni. Par exemple, Théophile Gautier dit « Ces ports de bras valent de longs poèmes », enfin des choses extraordinaires. Victor Hugo est arrivé et à la fin de la Sylphide, il s'est mis à genoux, il lui a dit « À vos pieds, à vos ailes ». Des choses qui ont influencé énormément tout le monde et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et ce ballet avait disparu. Et par miracle, j'ai retrouvé les documents de la vraie création. Car il y a une autre prise qui s'est passée au Danemark avec Bournonville sur une autre partition. Bournonville n'a jamais vu danser Marie Taglioni. Il avait vu la Sylphide. Il voulait inviter à Copenhague son père et Marie Taglioni pour le danser. Mais les cachets étaient beaucoup trop importants. Ils n'ont pas pu l'inviter. Alors il a demandé à un autre compositeur et il a refait une version de la Sylphide. Du reste que j'ai dansé moi-même. Je crois que je suis le premier à l'avoir dansé en dehors du Danemark avec Tony Lander, la femme d'Harald Lander, le chorégraphe qui a fait étude. Et ce ballet a été monté 4 ans plus tard au Danemark et a été conservé au Danemark. Mais ce n'est pas du tout la même version, ce n'est pas du tout la même conception. Et la version originale qui a fait couler tant d'encre et qu'a dansé Marie Taglioni, ce sont les documents que j'ai retrouvés qui m'ont permis de le remonter. Grâce à la Sylphide par Taglioni, il y a eu cette pointe qui est une élévation supplémentaire. Mais quand on voit les chaussons, moi je me rappelle, j'avais vu ça au musée de l'Opéra, je pense que c'était vraiment le chausson de Taglioni, eh bien c'est tellement peu, j'allais dire rembourré, c'est tellement plus renforcé. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'a beaucoup ému, parce que moi aussi ça m'a rendu mystérieux. C'était un mystère. Et un jour, en regardant l'inventaire des costumes de Gisèle et de la Sylphide, j'ai vu que pour Taglioni, on lui donnait 20 feuilles de carton. Et je me suis dit, 20 feuilles de carton, pourquoi faire? Et en regardant bien ses chaussons, on voit qu'elle découpait elle-même la semelle qu'elle mettait à l'intérieur. Il y a des gouttes de vernis qui sont dans le chausson. Elle renforçait elle-même son chausson. Et quand elle a fini de danser, qu'on lui demandait un chausson, elle le donnait, c'était le mystère. C'était comme la femme avec les tailles comme ça, que le corset, elle corsetait son pied, en quelque sorte, elle-même. Ah oui, enfin quand même, 20 feuilles de carton, vous croyez que ça représente les chaussons de maintenant, de nos danseuses? Non, c'est différent, bien entendu. Mais la feuille de carton allait jusqu'à l'extrémité, donc le chausson n'était pas rembourré. Après, elle mettait du papier avec du vernis qui renforçait, du coton, et allons-y, elle dansait sur les points. Ah oui, c'est étonnant, mais ça m'a longtemps intrigué, et j'ai trouvé la formule. Est-ce que c'est vrai? Enfin, je crois que c'est vrai, parce que je pense vous me l'aviez dit.
que cette fameuse position des bras croisés et par ailleurs, parce qu'elle avait les bras très longs, et c'était aussi un moyen pour elle d'assumer une certaine féminité. Une certaine féminité et une chose extraordinaire, elle avait des qualités physiques extraordinaires et des défauts. Ses défauts étaient d'avoir les bras trop longs, et Philippe Taglioni, le père de Marie Taglioni, s'en est servi. Ses bras qui étaient trop longs, plutôt que de les laisser pendre le long du corps, il les a fait mettre ici, et il les a fait croiser en bas. Et c'est devenu une position classique. Alors au début, je crois que vous aviez exigé danseuse de l'opéra. Heureusement que je n'ai pas eu à subir ça. Non, non parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé des documents écrits de Saint-Léon, d'Arthur Saint-Léon, qui expliquent que Taglioni dansait beaucoup plus en avant, penché que les autres, et c'est ce qui lui donnait cette fluidité et cette perspective dans chacun des mouvements. Ouais. Quand elle faisait un mouvement, ça ne s'arrêtait pas parce que ça continuait. Et j'ai regardé les costumes de l'époque, effectivement, les danseuses portaient des corsets. Toutes. Alors quand on m'a demandé de monter la Sylphide à l'opéra, j'ai exigé que les danseuses portent des corsets. Ça a fait des scandales, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations contre ce corset. Finalement, elles l'ont mis jusqu'à la Générale, on ne l'a plus mis après, mais elles ont compris. Le corset était quelque chose qui... Je ne sais pas si ça gênait, mais en tous les cas, ça obligeait les danseuses à avoir le buste et le corps très en avant. Donc forcément, avec pas tellement de possibilités pour lever les bras très haut, comme quand on est très droit. Donc il y a une espèce d'arrondi de bras qui est beaucoup plus, à mon sens, qui est beaucoup plus rond, qui est beaucoup plus intime. Donc c'est un travail. Ça a été assez long pour moi de trouver ça, parce que la danse aujourd'hui, dans la plupart des ballets, il faut être très droit, très fier, très noble. Et là, tout d'un coup, on me demandait d'être un petit peu identique, mais avec un corps très en avant. Mais ça m'a beaucoup amusée, et Pierre Lacotte me disait, mais ayez la sensation de porter des corsets, ayez la sensation d'avoir des manches qui ne peuvent pas vous permettre de lever les bras. Donc avec des images comme ça, on y arrive très bien, et je crois qu'il y a une notion d'équilibre avec le corps en avant, une notion d'équilibre entre les bras et les jambes. Par exemple en arabesque, le corps en avant, vous avez une arabesque qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus belle, et ça crée une balance, et une balance au niveau du corps qui est, je trouve, très très intéressante. Taglioni, justement, a eu cette merveilleuse inspiration dans la Sylphide de représenter un être qui est séduisant, fragile, terriblement coquette, très égoïste, très féminine et totalement innocente du drame qu'elle crée autour d'elle. C'est l'éternel féminin. En plus, elle est une créature qui est insaisissable, donc l'éternel objet du désir que l'on ne peut jamais saisir. Tout cela, évidemment, était très inspirant, faisait rêver beaucoup d'hommes, mais ne faisait pas rougir les femmes. C'est d'une perversité délicieuse et innocente, en quelque sorte, puisqu'elle est comme une enfant qui n'est pas consciente de ses actes. Comme Marie Taglioni à l'époque, on avait l'impression que c'était la Sylphide. Guylaine Tesmar, ça me fait un petit peu cet effet-là. J'ai l'impression que c'est la Sylphide, que c'est elle le rôle. Alors c'était intéressant d'avoir son avis, d'avoir son avis de scène, parce que c'est un avis, elle l'a dansé, c'est encore très frais parce qu'elle vit avec, j'imagine, tout le temps. Qu'elle se replonge dans ce travail-là avec d'autres étoiles. Et moi, c'est aussi des souvenirs qui reviennent, c'est aussi une vision différente qu'elle a sans doute sur le rôle, parce qu'elle aussi a certainement évolué et voit des choses aujourd'hui qu'elle ne voyait pas à l'époque, quand elle le dansait. Donc tout ça, c'est des discussions qu'on a eues, même dans un couloir, ou dans un studio, ou au cours de danse, à un moment donné où on discutait de femme à femme, et elle me donnait des conseils même sur mesure. Elle me disait, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais penser à ci, essaie d'approfondir ça. C'était vraiment un travail qui me permettait, moi, d'y réfléchir et de sortir quelque chose qui venait de moi, et pas forcément une correction que je devais accomplir comme une élève. Et puis là, dans ce film, on a notre Aurélie Dupont nationale qui abordait pour la première fois ce rôle.
Donc c'était un challenge aussi quand même pour elle et pour nous, pour vous, Mais ça a pour été nous. captivant de travailler avec elle. Et puis, oui, et puis Mathieu Gagnon, 20 ans, qui lui aussi abordait pour la première fois. Donc on a deux artistes qui ont pour la première fois dansé ce rôle et qui ont eu le bonheur. Mais c'est bien d'avoir filmés. je crois à la chance et je crois à la volonté. Et justement, l'un et l'autre ont eu cette chance, mais ils ont eu tous les deux la volonté et l'intelligence de travailler. Et ça a été un plaisir de pouvoir leur tracer la voie qu'ils avaient à suivre. J'avais jamais dansé la sylphide, jamais dansé avec Mathieu. Mais c'était pas mal parce que parfois, lorsque j'étais jeune étoile, il m'arrivait de danser des rôles avec des étoiles confirmées et de travailler avec des étoiles très confirmées. Tout d'un coup, je redevenais élève. Et là, de travailler avec Mathieu Gagnon, comme je découvrais le rôle autant que lui, je crois qu'on avait tous les deux énormément de trac. Peut-être que j'avais plus d'expérience de scène que lui. Au niveau de l'adage, des portées, des petites choses comme ça. Mais je crois qu'au niveau du rôle, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. J'ai essayé de l'aider quand il en avait besoin. Et le travail s'est construit à deux. On essayait tous les deux, on cherchait des choses tous les deux. On n'avait rien de prédéfini, c'est-à-dire que moi je fais ça, ça fait 20 ans que je fais ça et ce sera toujours comme ça. Là on cherchait ce qui nous arrangeait tous les deux. C'est vrai que ce travail-là était assez sympa. Ouais. Puis on découvrait tous les deux au fur et à mesure. On était sur le même plan d'égalité, quoi. On partait de zéro tous les deux. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre la sylphide. C'est tellement de petits pas de bas de jambes, comme on dit. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre, alors que d'habitude j'apprends vite les ballets, mais là il y a tellement de petits détails. Mais surtout, ce qui est long, c'est tous les petits passages qui n'ont l'air de rien, mais en fait, se rappeler de son texte au niveau de la pantomime, et les adages avec la fille et tout ça, tous les moments où il n'y a pas grand-chose visuellement, mais où il faut dégager justement beaucoup de choses, et donc un travail sur le personnage, le jeu. Donc ça a pris quand même, enfin pour moi qui était assez vert et tout ça, ça a pris pas mal de temps. Il a fallu que je me décoince, que j'arrive à savoir ce que je voulais faire passer et après trouver la meilleure manière de le faire passer. C'est vrai que cette mort, elle est terriblement triste parce que James essaie de capturer la sylphide tout au long du ballet et à la fin, quand il la capture, malheureusement, il la perd. Donc j'ai eu conscience de ça pendant ce travail-là, quelque chose de très beau finalement d'avoir laissé James m'attraper avec cette écharpe et finalement se rendre compte que parce qu'il m'a attrapé, parce qu'il me voulait tant, il me perd. Donc c'est vrai que c'est un côté très très romantique. C'est un passage, moi, j'avais ma sensibilité, j'ai l'impression qu'elle était décuplée, quoi. Vraiment, je le vivais, il y avait des soirs où j'avais des frissons, des envies de pleurer, et non, vraiment, c'est quelque chose d'assez intense.